Voilà, le temps que les derniers participants s'installent, on va pouvoir commencer. On y va ? Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les congressistes, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle Liberté pour évoquer ensemble ce sujet de la gestion de l'eau avec ces enjeux qui sont des enjeux de financement et de gouvernance, en tous les cas pour ceux qui nous préoccupent particulièrement aujourd'hui. Je suis Jean-Philippe Arouet et je vais avoir le plaisir d'animer ces échanges qui, je n'en doute pas, s'annoncent particulièrement riches, car la question de la gestion de l'eau concerne toutes les communes de France et avec une particulière actualité. Nous aurons 2 séquences successives de 45 minutes, avec à chaque fois la possibilité pour vous de poser vos questions à nos intervenants. Je vous demanderai juste de bien attendre que le micro parvienne jusqu'à vous, car tous nos échanges sont filmés et enregistrés par l'Association des maires de France, qui vous en assurera ensuite la rediffusion en replay. Comme vous le savez, cette question de la gestion de l'eau est plus que jamais d'actualité, dans le monde physique comme dans le monde parlementaire, sous l'effet de plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, le changement climatique tel que nous le percevons tous et qui est d'ores et déjà un enjeu pour les services d'eau potable et d'assainissement. Trop d'eau et le ruissellement saturent les réseaux avec des risques de pollution. Pas assez d'eau et ce sont des pénuries estivales qui incitent à repenser nos solidarités localement. S'ajoute à cela la question toujours essentielle de la qualité de l'eau qui constitue une exigence avec laquelle il n'est pas question de transiger, bien sûr, mais à quel prix ? C'est ce que nous verrons dans la première séquence de cette table ronde. Par ailleurs, ces enjeux ne peuvent s'envisager sans une organisation territoriale efficace et adaptée à la réalité de nos territoires. C'est tout l'objet du transfert de la compétence eau potable et assainissement, voulu par la loi NOTRe à l'échéance de 2026. Mais comme vous l'avez vu, les conditions de ce transfert pourraient désormais s'envisager dans un cadre plus souple. C'est ce que nous verrons dans une deuxième séquence. Pour l'heure, je vous propose d'aborder notre toute première séquence. Le modèle de la gestion de l'eau est-il suffisant pour prendre en compte les enjeux et les investissements nécessaires ? Quelles sont les évolutions à prévoir ? Permettez-moi de vous présenter les intervenants qui ont bien voulu nous apporter leur analyse et leur expérience sur ces questions. Bertrand Hochecorne, vous êtes maire de Marot-Aupré, dans le Loiret. Vous êtes également référent de l'Association des maires de France sur les politiques de l'eau. J'ajouterai que vous présidez la commission planification du comité de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous serez aujourd'hui le président de ce forum, donc n'hésitez pas à intervenir sur tous ces sujets. Je vous en remercie. André Flageolet, vous êtes maire de Saint-Venant, dans le Pas-de-Calais, et président du comité de bassin Artois-Picardie. Vous connaissez bien ce modèle de la gestion de l'eau dont vous avez pu observer toutes les évolutions et pas des moindres. Vous coprésidez ce forum, bienvenue. Régis Tenne, vous êtes chef du département cycle de l'eau à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Et à ce titre, vous serez aujourd'hui notre expert sur ces questions pour que rien ne nous échappe. Merci à vous. Sans plus tarder, je passe la parole au président de ce forum, Bertrand Hochecorne, pour quelques mots d'introduction en 1 ou 2 minutes. Merci. Je reste ici. Je viens là ou je reste ici ? Venez là, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et on voit tout à fait, vu le nombre de personnes qui sont là, que le problème de l'eau nous concerne tous et nous pose des questions. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas été si nombreux sur ce thème-là. C'est vrai. Bon, évidemment, un certain nombre de thèmes dont on va parler sont venus en nouveau. D'abord, le réchauffement climatique qui nous impose un certain nombre de choses et donc de comportements. Et
Nous le détaillerons par la suite, mais je veux dire qu'il y a, dans un premier temps, savoir à concilier les usages de l'eau sur notre territoire. Et je voudrais donner un mot particulier, c'est la solidarité à la fois entre les territoires, entre les différents utilisateurs de l'eau, c'est-à-dire nous tous, mais, et puis les luttes contre les pollutions. On en voit de plus en plus, on est de plus en plus concernés, de plus en plus sensibles à ceci. Il y a tout le problème de la modernisation des réseaux qui est fondamental. Je crois qu'on en parlera peut-être aussi dans la seconde séquence, puisque là, il y a aussi toute l'organisation sur le terrain. Et à l'Association des maires de France, on est vraiment soucieux de la liberté de gestion de l'eau et non pas d'imposer une méthode ou une autre. Et on verra qu'il y a différentes méthodes qui vont être présentées et qui marchent sur le territoire et qui sont différentes. Et puis je voudrais aussi insister, j'en parlerai, sur le rôle de la pédagogie, parce que nos habitants n'ont pas encore tous compris le changement de paradigme qu'il faut appliquer là-dessus. Donc je vais aussi en parler. Et puis évidemment tous les modèles de financement, et je crois qu'on en parlera aussi dans la dernière séquence. Voilà, très très brièvement, les multiples problèmes, et il y en a encore bien d'autres dont nous allons parler. Et je laisse tout de suite la parole à M. Arouet pour le... Alors, est-ce que celui-ci fonctionne aussi? Semble-t-il. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet éclairage. Je voudrais maintenant donner la parole à Régis Ten pour que vous puissiez, avec toute la clarté dont nous avons besoin aujourd'hui, nous restituer un peu ces enjeux autour de la préservation de la qualité de la ressource et de la tension sur l'accès à l'eau potable, qui sont des éléments fondamentaux d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue des équilibres financiers. Et les équilibres financiers sont eux-mêmes fondamentaux, évidemment, dans la question du transfert que nous aborderons ensuite. Donc je vous laisse la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les maires. Oui, alors rapidement, les gros enjeux auxquels on est confronté, ça a été rapidement évoqué, pas assez d'eau, trop d'eau ou de l'eau polluée. Pas assez d'eau, c'est effectivement les sécheresses. On a vu 2022 sur l'Hexagone, mais il y en a qui perdurent et il y a les Outre-mer qui en subissent également. Et un enjeu principal, c'est d'assurer la continuité du service. Donc le 24 heures sur 24, 365 jours par an, et l'accès à l'eau pour tous, avec des difficultés pour aller chercher les usagers, enfin les habitations qui ne sont pas raccordées et qui ont fonctionné pendant des siècles avec leurs petites sources et qui se trouvent aujourd'hui fragilisées. Là-dessus, on a quelques leviers. On a un premier levier, c'est évidemment d'économiser. La première économie, c'est les fuites d'eau. Il faut les réparer et puis éventuellement renouveler. Deuxième enjeu, c'est les eaux de service. Quand on consomme 10, 15, 20% des eaux pour laver des filtres, il faut optimiser les process. Et puis, des enjeux sur l'efficience de l'irrigation, etc. Et puis, la sobriété des usages. À titre indicatif, je rappelle, 81% de rendement de réseau en moyenne, mais ça s'échelonne entre 40%, ça fait vraiment très très peu, et 93%, ce qui est absolument excellent. Deuxième enjeu sur le pas assez d'eau, c'est répartir et partager l'eau. Et donc là, on n'est plus sur des enjeux de gouvernance, mais aussi de vrais choix politiques. Et puis des enjeux de sécurisation, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut économiser, au-delà des rendements de réseau qu'on peut améliorer, il va nous falloir interconnecter les réseaux, trouver de nouvelles ressources en eau, pas forcément faciles, pas forcément proches, stocker éventuellement et favoriser la réutilisation. Deuxième gros enjeu, c'est le trop d'eau, cette fois-ci. Et donc, c'est plus une question de protection, de sécurité civile, de protection des personnes et des biens, avec des enjeux de prévention, des enjeux de sécurisation, des systèmes d'endiguement, etc., des gros enjeux de culture du risque, et des enjeux d'adapter notre aménagement du territoire et notre urbanisme à ces nouveaux enjeux. Et puis le troisième gros enjeu, c'est la pollution de l'eau, alors qu'elle soit d'origine
agricoles, industriels, domestiques, voire naturels. Gros enjeu avec la nécessité de préserver la ressource, de reconquérir la qualité de la ressource en eau. Alors on a plusieurs leviers. On a évidemment un levier en matière d'assainissement déjà. Il a été déjà très largement utilisé depuis les années 90. La charge polluante émise par les villes, nonobstant un certain nombre de non-conformités, elle a quand même été réduite de près de 90 à 95% sur des CO, enfin pollution organique, azote et phosphore. Mais avec le dérèglement climatique, débordement des réseaux par temps de pluie, c'est des nouvelles sources de pollution qui arrivent contre lesquelles il va falloir lutter. Les enjeux industriels, on l'a évoqué, j'ai entendu tout à l'heure parler de Solvay dans le Gard, c'est un enjeu aussi là-dessus. Et puis l'amélioration, la transformation des politiques agricoles pour être moins émetteurs de pesticides. 15% de la population, un peu plus, alimentée en eau non conforme vis-à-vis des limites de qualité pesticides en 2022. C'est significatif. Levier évidemment, mais c'est un levier qui ne dépend pas que de la collectivité et même malheureusement très peu des collectivités, c'est réduire l'utilisation des produits polluants. Et ça c'est un appel à l'Europe et à l'État de réglementer. Et puis à un moment donné, on est quand même obligé de traiter l'eau pour la potabiliser, pour éliminer les pesticides, les PFAS, etc. Et même chose dans les eaux usées, où on a une accumulation de nouveaux polluants qu'il va falloir traiter. Évidemment, le quatrième enjeu là-dessus, c'est il faut financer tout ça avec plusieurs leviers. Le premier levier, c'est effectivement d'optimiser les dépenses. C'est-à-dire ne pas faire du superflu, ne pas faire des investissements qui s'avéreraient dans 10 ans ou dans 20 ans obsolètes parce que la ressource en eau sera fragilisée, qu'il faut aller chercher de l'eau ailleurs. C'est dommage si on vient de renouveler un forage qui va se retrouver à sec dans 20 ans. Les ouvrages d'eau et d'assainissement, c'est des durées de vie entre 30 ans et un siècle. Donc il faut penser du long terme. Il faut aussi penser prévention, même si on peut être obligé de traiter en attendant d'avoir reconquis la qualité des masses d'eau. Donc, optimiser, long terme, pas de dépenses superflues. À titre indicatif, le patrimoine des services d'eau et des assainissement, c'est en gros 500 milliards d'euros, s'il fallait le renouveler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 6-7 milliards d'euros par an d'investissement pour moderniser, améliorer la performance, renouveler. Tout ce que j'ai dit, adaptation des réseaux, changement climatique, amélioration des rendements de réseau, traitement des pesticides et autres polluants, etc. Estimation 3 à 6 milliards d'euros de plus. Donc on est sur une trajectoire d'augmentation de 50 à 100% du prix de l'eau dans les 10 prochaines années. Ou plus exactement, 50 à 100% des coûts de l'eau, dans un contexte effectivement d'effet ciseau, puisque c'est bien la sobriété, mais il faut consommer moins d'eau et donc payer moins de mètres cubes. Et donc ça va poser la question de savoir qui paye. On dit tout le temps l'eau paye l'eau. Bon, en réalité, on sait que l'eau paye l'eau et la biodiversité, et on sait, et ça va être voté ou passé au 49.3 dans quelques semaines, que l'eau paye l'eau et la biodiversité et le déficit de l'État. Et donc, il va falloir quand même repenser ça, parce que les augmentations, notamment du prix de l'eau et de l'assainissement, mais également ce qu'il va falloir payer pour la GEMAPI, pour le pluvial, pour le grand cycle, il faut que ça soit acceptable par le citoyen, par les usagers domestiques comme les usagers industriels. Et donc il y a quand même un enjeu d'équité là-dedans, un enjeu de solidarité entre les territoires, de solidarité entre l'amont et l'aval, et d'interdépendance, de reconnaissance. Ce n'est pas que de la charité, la solidarité. C'est ceux d'en haut ont une influence sur ceux d'en bas et vice-versa. Et également de solidarité plus sociale sur les modèles de tarification. Mais ça veut dire aussi, et c'est pour ça que je terminerai juste par qui paye, c'est aussi d'application plus rigoureuse
du principe responsable-payeur, c'est-à-dire ceux qui causent et qui génèrent des coûts supplémentaires par des pollutions, par des prélèvements excessifs, etc., doivent également contribuer à ces coûts. Merci beaucoup Régis Ten pour cette présentation extrêmement complète et éclairante. Vous avez évoqué le coût de l'eau qui lui-même détermine le prix de l'eau, mais évidemment pour nos concitoyens, l'eau est gratuite comme chacun sait. Alors sur cette question de la dépollution qui coûte quand même un peu d'argent, je pense que Bertrand Hochekorn, vous pourrez nous éclairer à la lumière du bassin que vous connaissez et sur cette question de la dépollution, mais également sur la question des solidarités qui viennent d'être évoquées par Régis Ten et qui sont très importantes entre l'amont et l'aval dans une perspective évidemment de long terme. Tout à fait. Je voudrais dire, on parle du petit cycle de l'eau, qu'il soit clair pour chacun. Le petit cycle de l'eau, c'est l'eau que nous consommons, l'eau que nous rejetons. Nous, quand je dis nous, c'est nous les particuliers, c'est nous les industriels, ce sont les agriculteurs. Et puis il y a un grand cycle de l'eau, c'est celui qui est tout à fait naturel, qui existe depuis la nuit des temps, je dirais, et qui fait que l'eau tombe de la pluie, descend les rivières, va dans la mer, est évaporée, revient, etc. Et l'activité humaine perturbe évidemment le grand cycle de l'eau de manière importante. Et le grand cycle de l'eau, on ne peut pas le voir complètement indépendant du petit cycle de l'eau. Et donc les pollutions, puisqu'on parlait des pollutions, au départ, elles arrivent dans les nappes phréatiques, elles arrivent dans les rivières, dans l'eau qu'on utilise. Et on s'aperçoit que dans pas mal de régions, on a déjà de l'eau qui n'est pas conforme, vous l'avez dit, soit en nitrate, soit trop de phosphore, soit d'autres choses. Alors, faut-il chercher des responsables? Non, il faut chercher des causes, je crois avant tout. Il ne faut pas pointer du doigt quiconque. Évidemment, très souvent, on pointe du doigt les agriculteurs. Je veux dire que pour eux, la méthode est difficile et délicate parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui date d'assez longtemps et qui se traduit par la nécessité d'utiliser des intrants qui sont polluants. Donc il faut évidemment trouver les moyens, et on le fait dans les agences de l'eau, les moyens de les aider à avancer dans ce domaine-là, à changer les pratiques. Mais il y a aussi nous tous, les médicaments que nous prenons, on les retrouve dans l'eau. Et après, il faut se rappeler que quand un produit arrive, si on est sur des nappes, on pompe dans des nappes qui sont peu profondes, ils arrivent 6 mois, peu de temps après. Mais dans des nappes profondes, ils arrivent des fois 15 ans, 20 ans après. Donc on a encore les pollutions de ce qui ont été faites il y a 20 ans. Donc c'est important. Alors après, vous avez parlé des PFAS. Alors les PFAS, il y en a un nombre incalculable, je ne sais pas, quelques milliers de pollutions dont on a repéré évidemment les plus importantes. Et on les appelle les pollutions éternelles. C'est ça qui est plus inquiétant. On parle de solidarité, j'en parlerai, mais il y a aussi la solidarité avec ceux qui vont nous suivre, les prochaines générations. Et là, c'est important de travailler. Solidarité de territoire, comme on l'a dit, amont-aval, par rapport aux différents bassins. Quand on pollue en amont, ça arrive en aval. C'est aussi pour les domaines de GEMAPI, mais c'est un autre problème. Mais protection des captages, c'est important de travailler là-dessus. Donc les pollutions, je voudrais aussi dire qu'elles coûtent très cher parce que chaque fois qu'on a à dépolluer une eau, quand on a une molécule en plus à dépolluer, c'est encore plus qu'on doit mettre pour un paiement en plus qu'on va faire pour dépolluer l'eau. Alors, je voudrais parler de quelques mots sur concilier les usages. Concilier les usages, nos agences de l'eau, ils travaillent, nos comités de bassin, ils travaillent, puisque le président de la République, en 2023, fait un plan eau en demandant une diminution de 10% de la consommation d'eau. Alors là, ça demanderait beaucoup plus de précision, prélèvement, consommation. Je rappelle, un prélèvement, on prélève de l'eau, si on le remet au même endroit, c'est pas tout à fait une consommation. Ceci étant, je parle par exemple des centrales nucléaires ou des centrales électriques, des fois on les remet au même endroit, mais on les remet beaucoup plus chaudes. Et là, c'est une pollution qui peut avoir d'autres difficultés. Et il y a aussi toute l'eau qui est prélevée pour l'eau et l'énergie. Donc c'est important parce que le fonctionnement des centrales électriques nécessite beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il serait nécessaire que cette consommation soit vue au niveau national et non pas au niveau de bassin, parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, vous avez parlé de problèmes quand on demande à nos habitants de réduire leur consommation d'eau. Il
ils me disent, bah oui, monsieur le maire, regardez, on a baissé de 10%. Et je ne leur dis pas, je n'ose pas leur dire, mais vous savez, c'est aussi les amortissements sont sur votre consommation d'eau. Donc en conséquence, on va être obligé d'augmenter le prix d'eau puisque l'eau doit payer l'eau. Voilà. Donc c'est un cercle un petit peu vicieux. Et donc je voulais parler de la pédagogie. Et là-dessus, nous avons un énorme travail à faire. J'en parle en particulier, je dis toujours pour les SDAGE, monsieur le président du comité de bassin, il faudrait faire un SDAGE pour les nuls, motiver nos habitants sur ce domaine-là. Beaucoup de gens pensent encore que l'eau, c'est totalement gratuit, comme il y a 20, comme il y a 40 ans. Ce ne l'est plus, et ça ne sera encore moins, puisque on le voit dans les prévisions du GIEC. Bon, elles valent ce qu'elles valent, mais pour l'instant, elles sont quand même malheureusement assez vraies. Le nord va être plus pluvieux, le sud va être plus sec, donc on va amplifier les difficultés. Et donc, ce qu'on vit actuellement, ça risque d'être encore augmenté. Donc, il y a énormément de travail et puis un mur de financement, comme vous l'avez dit, qui s'attend devant nous. Absolument, ça a été évoqué par Régis Théne tout à l'heure. Effectivement, les financements, le besoin de financement est considérable. Alors, je me tourne vers vous, André Flageolet, parce que ces financements, ils reposent en partie sur ce mécanisme des agences de l'eau. Et les agences de l'eau sont dans une situation particulière qui peut remettre en question un certain nombre de fondamentaux, à commencer par le premier d'entre eux qui a été évoqué, c'est ce principe de l'eau paye l'eau, qui n'est plus si lisible, pourrait-on dire, qu'il l'a été peut-être par le passé. Il n'est plus du tout d'ailleurs. Non, quelques mots simplement. Historiquement, la France a inventé un modèle qui est pratiquement aujourd'hui devenu mondial, c'est celui des agences de l'eau. 1964, il y a 60 ans. Nous l'avons fait pourquoi? À l'époque, le législateur a dit les pollutions d'origine industrielle deviennent dramatiques et sont attentatoires à la qualité de la ressource en eau. Il faut donc régler le problème. Ce problème a été réglé et à l'époque, on a inventé des redevances. Qu'est-ce qu'une redevance? Une redevance, c'est un impôt affecté à une mission. Ce n'est pas un impôt de toute nature. D'accord? On prélève sur ce que l'on consomme afin de réparer les suites de cette consommation. Et il faut que nous comprenions une chose, enfin deux choses. Contrairement à ce qu'on a pu penser, l'eau n'est pas gratuite. L'eau est aujourd'hui un patrimoine en danger. J'étais hier devant les ultramarins. Tous les territoires ultramarins sont devant des sécheresses catastrophiques. J'étais ce matin avec des élus des Pyrénées-Orientales qui pleurent tous les matins, tous les saints qui peuvent composer le calendrier pour essayer d'avoir un peu d'eau. Mais en même temps, quand je dis ça, je constate que les agences sont coincées dans un système où la notion de l'eau paye l'eau n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que dans toutes les agences et dans tous les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux, 50% de notre activité porte sur le petit cycle, c'est-à-dire en réalité la sécurité de la distribution et l'obligation de réparation, et 50% porte sur le grand cycle, c'est-à-dire sur l'ensemble des environnements qui sont nécessaires au maintien de la ressource. Et de ce point de vue, là, moi, je suis là au titre de l'AMF, donc des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Je ne peux pas oublier qu'on a une chance extraordinaire. N'oubliez pas que nous avons la possibilité d'avoir comme interlocuteur demain l'auteur de la loi de 92 qui dit dans son article 2 « L'eau est le bien commun de la nation ». Ah, et la question c'est qui est l'auteur de cette loi? Le Premier ministre actuel. C'est la raison pour laquelle je me demande si c'est vrai qu'il est question de ponctionner les agences d'un certain nombre de moyens financiers parce que l'État a été trop dépensier. Je n'ose croire à une telle infamie, finalement, d'un point de vue intellectuel, j'entends.
Alors les redevances, je reviens à cela puisque c'est pour ça que vous m'avez invité. Les redevances nous permettent quoi? Un, d'assurer les principes de solidarité et de sécurité en ce qui concerne la distribution de l'eau potable. Et ceci à partir des communes, des intercommunalités, des syndicats, que ce soit les régies, etc. C'est un débat totalement dépassé. Je crois que la réalité consiste à savoir si les outils que nous avons sont des outils sincères et efficaces. C'est ça. Après, leur statut, vous savez, c'est secondaire, cette affaire. Donc c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est aussi tout l'environnement, à savoir la ressource, ce qu'il y a en général sous nos pieds pour ce qui concerne mon bassin, puisque 95% de la ressource est souterraine, ce n'est pas vrai pour tous. Ce qui me permet de dire que si les principes doivent être identiques au titre de l'équité, de l'égalité et de la démocratie, les écritures de ces principes doivent prendre en compte les réalités historiques. Gérer l'eau potable dans une ville comme Lille, qui n'en a pas sous ses pieds ou très peu, et qui doit aller dans les champs captants ou ailleurs, ou aller gérer dans un village qui est composé de 5 hameaux totalement différents, d'accord, c'est vouloir mettre les mêmes règles, c'est en réalité oublier la spécificité même de notre territoire. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut donner à ce que j'appelle les parlements de l'eau, qui sont les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux, aux sages, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, leur laisser la liberté et la responsabilité de la réussite ou de l'échec. Il leur appartient en premier de savoir ce qu'il y a à faire, que nous apportions, la FNCCR, l'AMF, etc., que nous apportions l'ingénierie, de la solidarité, de l'échange, des bonnes pratiques, c'est une chose. Mais après, c'est qui sur le terrain? Qui finalement va-t-on voir quand il y a un problème? On va voir le maire. On va voir le maire. Lui, au moins, il s'occupe de vos problèmes. D'accord? Et donc, les redevances méritent d'être regardées, d'abord d'être respectées, ensuite d'être regardées et certainement d'être élargies. Parce que tout produit, quel qu'il soit, le verre, la paire de lunettes, le micro, a servi pour être réalisé, a pris de la matière première et a donc permis le cycle de la réparation après le cycle de la consommation. Et je voudrais insister sur ce point. Lorsque vous avez une catastrophe dans les mers, en fait, qui paye? C'est la nature qui paye. Parce qu'il n'y a pas de taxation à l'international sur les bateaux. Mais la nature, c'est qui? Le mur qu'il y a dans l'Atlantique avec l'ensemble des plastiques, c'est le nôtre, hein? D'accord? Ce que l'on envoie dans certains pays tiers et qui n'est pas nettoyé, ce sont nos déchets. Et à un moment donné, nous ne pouvons plus saturer la nature de tous les déchets que nous n'avons pas traités. Voilà ce que je voulais passer comme message ce matin. Merci beaucoup. Voilà, je vois que la salle partage votre avis et optimiste ou pessimiste, on verra. Mais en tous les cas, ça appelle peut-être de la part des participants qui sont aujourd'hui autour de nous quelques questions ou réactions, prises de parole ou questions à nos intervenants. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Je vous demanderai juste d'attendre qu'il arrive. Monsieur là-bas. Bonjour. C'est allumé? Oui, on m'entend? Merci. Bonjour à tous. Roger Aron de la collectivité territoriale de Guyane. Alors, ma question, elle est... Vous avez parlé des 3 triptyques de l'eau, à savoir trop, pas assez, polluer. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a en Guyane. On a trop d'eau quand il pleut trop. On n'en a pas assez comme aujourd'hui. Et polluer. Alors, je voudrais m'arrêter sur la pollution. Parce que nous, la pollution de nos eaux en Guyane, ce ne sont pas les agriculteurs,
ce sont les garimperos. C'est le mercure. Et là, je ne sais pas quel levier vous pourrez activer pour combattre le mercure, en tout cas, combattre la pollution de nos eaux par ces orpailleurs, comme on les appelle. Et d'autre part, alors, comme on dit pollueur-payeur, ben, il se trouve que les saisies que fait les gendarmes sur les tonnes d'or, eh bien, ne resservent pas aux populations qui sont victimes de la pollution du mercure. Merci, monsieur. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur cette question qui est au-delà de l'eau paye l'eau, parce que là, on est sur une forme de délinquance environnementale. Hein, on est dans du pénal, qui est un cadre un peu différent. Je ne sais pas si c'est une question que l'un ou l'autre d'entre vous connaît. Je vais répondre en prenant une autre casquette. Vous avez le droit d'ailleurs de me huer quand je vous dirai que je suis vice-président de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, c'est-à-dire le gendarme nécessaire de l'environnement, insuffisant dans ses moyens humains et matériels, mais nous savons parfaitement, et là, ce qui vient d'être dit en Guyane est évident, c'est que si nous n'avons pas une police non pas plus tatillonne, mais plus présente sur les questions essentielles en ce qui concerne l'environnement, on se tire une balle dans le pied sur le long terme. Il faut qu'il y ait à la fois du préventif, c'est le rôle des collectivités territoriales. Il faut qu'il y ait du curatif et de la sanction, c'est le rôle de l'OFB. Nous ne pouvons pas avoir une société où nous laissons de façon indifférente un certain nombre de pollutions majeures se répandre dans la nature. Cela dit, je peux comprendre, et je comprends, un certain nombre de mouvements d'humeur lorsque les agents de l'OFB peuvent apparaître trop tatillons sur un certain nombre de contrôles. Merci. Peut-être juste un tout petit point complémentaire en disant il y a aussi des mesures législatives, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de police, de constat des infractions, et derrière, il faut vraiment des mécanismes aussi de sanctions qui soient prévus par la loi et qui soient effectivement appliqués avec une réelle indemnisation des préjudices qui sont la conséquence de ces, alors ici de l'orpaillage, mais ailleurs ça peut être une pollution d'un cours d'eau par une activité industrielle, ça peut être toutes sortes de dégâts, mais tant qu'il n'y a pas de réparation, hein, tant que c'est qu'une sanction administrative, ça ne sera pas dissuasif. Alors après, il faut que les gens soient solvables, évidemment. Et il faut les attraper, ce qui n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'il y a de la police et de la justice. Sous le contrôle de monsieur, mais voilà, c'est autre chose. D'autres questions, monsieur ? Oui, bonjour. Jean-François Marie, président de l'EPTB Haut-et-Vilaine, 11 000 km² en Bretagne. Alors, j'ai bien entendu les propos d'André Flageolet que je partage totalement. Il y a 40 ans, nous avions 45 000 captages en France. Aujourd'hui, il en reste 33 000. Nous avons perdu 27% de nos captages pour cause de pollution diffuse, comme on dit. Des articles, on en a tous les jours dans la presse et on pourrait faire le parallèle avec le chlordécone aux Antilles. Hein. Mais cette question des pollutions diffuses aujourd'hui est une question, on pourrait se demander si on n'est pas en train de la perdre, hein, la bataille contre les pollutions diffuses. Se pose donc la question des pratiques agricoles, comment on accompagne nos agriculteurs, parce que quand on est sur le territoire, nous sommes également les représentants de nos agriculteurs, comment les agriculteurs sont justement rémunérés, et la question également réglementaire. Comment, au niveau de l'État, peut-on avoir les moyens d'intervenir pour faire en sorte que cette question puisse avancer positivement? On pourrait également parler du bocage, par exemple. Ensuite, la question financière, eh bien, elle est totalement posée aujourd'hui. L'eau paye l'eau. Eh bien, le compte n'est pas bon. La seule façon d'y arriver, il faut que les prélèvements sur la facture, le petit cycle de l'eau, viennent tout simplement accompagner le grand cycle de l'eau. Sinon, ce sont les territoires les moins denses, les moins riches quelque part, qui paieront la facture, où
la GEMAPI, comme on dit, qui est assez inégale finalement, eh bien, varie en France de moins d'1 euro par habitant et aujourd'hui à 30 euros par habitant. Et c'est purement scandaleux, ce n'est pas solidaire. Donc il faut que, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, un certain nombre de parlementaires, hein, mais je sais que les uns et les autres vous porterez le message, eh bien, que nous ayons les moyens juridiques et les moyens financiers pour justement améliorer la qualité de nos masses d'eau. Sinon, demain, eh bien, nos enfants, nos petits-enfants nous le reprocheront fortement. Monsieur ? Oui, bonjour, Xavier Lélé, président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Juste dans le paradigme qui est mis, on parle de période de sécheresse, on parle de période de fortes ressources en eau. Et pourtant, il y a une chose qu'on n'évoque pas, c'est le fait de capitaliser quand il y a de l'eau pour pouvoir s'en servir. Et on ne parle pas de la loi sur l'eau qui interdit la réutilisation. Or, si je prends le cas de mon île, on n'a pas de source d'eau, donc on est obligé de tout produire en dessalant l'eau de mer. Heureusement, on a des citernes dont on se sert, de manière illégale certes, mais néanmoins, je vous garantis qu'au bout de 44 ans, à part une calvitie naissante, j'ai pas vraiment de soucis particuliers. Et donc, on a cette capacité à avoir de l'eau qui, pour le coup, serait gratuite, parce qu'elle sortie de la construction, évidemment. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'AMF ou que les parlementaires portent, de faire évoluer cette loi sur l'eau pour, justement, apporter des options ? Juste un tout petit point là-dessus, enfin c'était pas tellement la loi sur l'eau, c'est le code de la santé publique. Il y a eu des modifications législatives suite à la directive qualité de l'eau du 16 décembre 2020. Hein. Donc c'est l'ordonnance du 22 décembre 2022 et qui a autorisé désormais une très très large possibilité d'utilisation d'eau de pluie, d'eau de forage privée, de réutilisation des eaux grises, de réutilisation des eaux usées traitées, y compris dans l'habitat et y compris dans les ERP avec un certain nombre de précautions à prendre de séparation. Hein. Il y a deux arrêtés, un décret et un arrêté du 12 juillet dernier. Et donc voilà, on a quand même... la LEMA et la loi sur l'eau avaient prévu déjà un certain nombre de choses. Il a fallu un certain nombre de décennies pour que ça avance. Mais là, normalement, ça y est, on est sur le bon, sur le bon créneau réglementaire. C'est possible. Monsieur Hirschhorn, sur la position de l'AMF, peut-être, est-ce que là-dessus, c'était un sujet qui a été débattu, puisque la réutilisation, effectivement... la réutilisation de l'eau... Débattu, pas vraiment, mais enfin là-dessus, il y a une position qui est claire. Il faut avancer dans le domaine et réutiliser l'eau est devenu fondamental. On sait que l'Espagne, l'Italie sont très en avance sur nous et qu'il faut qu'on prenne le train, peut-être un peu en retard, mais c'est absolument indispensable de récupération d'eau, réutilisation de l'eau. Donc je crois qu'à l'AMF, je vois mes collègues du bureau qui opinent du bonnet, on est tout à fait d'accord pour aller dans ce sens-là. Merci. Pardon. Une dernière question peut-être. Attendez, monsieur, il y a un point qui n'a pas été soulevé là tout à l'heure, mais j'en profite. Actuellement, les directives européennes sont présentes et Régis Ten aurait pu en parler. Ce n'est pas la LEMA qui interdit la réutilisation des eaux, hein. Attention. Hein. Et aujourd'hui, les directives européennes permettent une extension de cette réutilisation. Je crois que c'est ça qui est important. Mais le PTB d'Ille-et-Vilaine, je reviens sur ce qui a été dit. Il me semble absolument indispensable que l'AMF et les collectivités territoriales s'accaparent de la question de la protection des captages irremplaçables. Pourquoi ? Parce que c'est notre avenir. Vous avez dit 1/3 des captages sont morts. Chez nous, c'est la moitié. Là-bas, en Hauts-de-France, on a des pollutions historiques absolument remarquables. Il n'empêche qu'il nous faut concevoir, inventer une agriculture qui, sur ces aires de captage irremplaçables, soit une agriculture rentable pour ceux qui travaillent. Et c'est la raison pour laquelle, je vois Danielle Mamet, la vice-présidente de la FNCCR qui est devant moi, l'agence de l'eau Artois-Picardie a proposé, et aujourd'hui c'est sûr, le dossier est à Bruxelles, a proposé des PSE exceptionnels
sur ces aires de captage irremplaçables pour faire une contractualisation avec les agriculteurs. C'est fondamental, c'est le long terme qui est en cause, c'est la nature que l'on donnera à nos petits-enfants qui est en cause. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Alors, toute dernière question, monsieur. Madame, attendez. Elle attendait. Alors, madame. Oui, bonjour, je suis Madame Marie-Camille Mounier, je suis élue de la ville des Abîmes en Guadeloupe. Hier, nous avons longuement débattu des problématiques de l'eau sur l'ensemble des territoires de l'outre-mer. Mais singulièrement en Guadeloupe, nous n'avons pas de problème d'eau, nous avons des problèmes de réseau. Parce que depuis la départementalisation où nous avons eu des réseaux qui sont aujourd'hui vétustes, quand on produit 100 litres d'eau, nous avons 40 litres qui arrivent pour la consommation et 60 litres qui sont en déperdition dans la nature. Nous avons aussi, bien évidemment, le chlordécone. C'est un problème de santé parce que quand il n'y a pas d'eau, on peut rester des fois 10 jours sans avoir de l'eau. Vous avez les enfants scolarisés qui sont obligés de rentrer chez eux. On ne peut pas les recevoir parce qu'il y a des problèmes sanitaires. Et on change au fur et à mesure le réseau avec les moyens des collectivités territoriales, avec aussi quelques subsides de l'État, mais qui ne sont pas suffisants pour changer l'ensemble du réseau d'eau dans notre territoire en Guadeloupe. Et nos nappes phréatiques, nous avons pas mal de rivières, pas mal de captages, et pourtant, il y a de l'eau chez nous, mais c'est le réseau qui est un réseau vétuste. Donc nous attendons effectivement des moyens pour le faire avec le nouveau président du SMGEAG qui est M. Louisy, qui vient de prendre cette responsabilité. J'espère que l'État nous entendra enfin, parce qu'il y a des promesses de subventions qui ne sont pas jusqu'à aujourd'hui. Cette totalité de subventions n'est toujours pas arrivée sur le territoire de la Guadeloupe. Et il faut savoir que le fermier qui est en responsabilité chez nous, eh bien, est parti. Les agents sont restés. Il a fallu qu'une collectivité, et notamment une communauté d'agglos, eh bien, embauche l'ensemble de ces agents parce que le travail d'assainissement et que aussi le travail de modernisation des réseaux, à ce jour, ça n'a pas été fait et ils ne sont plus là. Voilà. Oui, madame, le témoignage que vous faites est poignant et vraiment ce que vous vivez et qui est dramatique risque de s'étendre si on n'agit pas vite. Donc vous posez deux problèmes. Là, je dois dire que la baisse de 60% du fonds vert, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour tous ces investissements. La baisse de, je crois, 165 millions d'euros des dotations aux agences de l'eau, c'est aussi un très mauvais signe envoyé. Et vraiment, il faut qu'on change la méthode de faire. Et puis, deuxième chose, c'est toute l'organisation au niveau du territoire de la gestion de l'eau. Et je crois que je vous passe la parole pour enchaîner sur la deuxième table ronde. Oui, et sur monsieur. ce domaine-là. Monsieur Flageolet, peut-être un mot de conclusion sur ce qui vient d'être dit et pour que nous abordions ensuite ce deuxième sujet. Un mot de conclusion, mais vraiment hyper rapide. Depuis 2 ans, l'eau est en haut de l'agenda politique. Ça veut dire que c'est une réalité qui s'impose à tous. Mais je vais faire la prière que les paroles et les actes soient en concordance. Nous n'avons pas assez de moyens pour répondre à nos objectifs et aux objectifs de la nature. C'est évident. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de séparer petits cycles et grands cycles. Ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire, et que tout élu responsable doit avoir le souci du court terme dont vient de parler notre collègue de la Guadeloupe et le souci du long terme sur la protection de la ressource. Si nous ne faisons pas ça, vaut mieux rendre notre tablier et rentrer chez soi. Merci beaucoup. Écoutez, merci aux intervenants de cette première séquence pour la qualité de leurs explications et leur rebond. Et la transition est toute trouvée vers notre deuxième sujet, qui est de savoir comment organiser cette réponse et l'avenir du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Et cette deuxième séquence s'intitule justement « Quel modèle
d'organisation territoriale permettrait de relever les défis posés par la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et j'accueille nos intervenants pour cette deuxième séquence. Joël Balandreau, vous êtes maire d'Évron, président de l'Association des maires de Mayenne, et vous êtes également vice-président de l'AMF. Bienvenue à vous. Dominique Pelluzy, vous êtes maire de Fraisse-sur-Moselle, président de la communauté des Ballons des Hautes-Vosges. Vous présidez également l'Association des maires des Vosges. Merci d'être là aujourd'hui. Alain Materon, vous êtes président de la communauté de communes du pays d'Ioua, un territoire contrasté où se pose la question d'une gestion commune de l'eau. Bienvenue à vous également. Danielle Mamet, vous êtes maire de Bosghem dans le Nord, vice-présidente de la FNCCR et également vice-présidente du syndicat Noréade. Vous nous en direz évidemment un mot tout à l'heure. Merci également pour votre participation à ce forum. Sans plus attendre, je me tourne vers Joël Balandreau avec une double casquette. D'abord en tant que vice-président de l'Association des maires de France. Pourriez-vous nous rappeler quelle est la position de l'AMF sur cette question de la gouvernance de l'eau et où en sommes-nous aujourd'hui puisque les lignes bougent presque tous les jours? Bonjour à toutes et tous. Avant de se faire ce point sur... Moi j'étais assez étonné de l'œcuménisme et de la capacité qu'on avait à être quasiment tous d'accord entre maires, un représentant de l'OFB, un représentant des syndicats de bassin, etc. Enfin, la situation, elle est franchement pas facile. Et en interne, et même si on partage tous les mêmes objectifs et on travaille tous ensemble, je pense qu'on n'a pas assez relevé les difficultés qu'on a ensemble. Enfin, je veux le dire quand même, je vais le faire de façon un peu caricaturale, parce que chez moi ça se passe très bien, donc en plus j'ai le bon rapport avec tout le monde, donc je vais me fâcher là maintenant. Mais quand un représentant de l'OFB nous dit des fois c'est dur, enfin, on a des agriculteurs qui font des gardes à vue, on a des maires qui font des gardes à vue, avec l'OFB, sur des sujets sur lesquels un courrier et une discussion ensemble devraient résoudre les affaires, mais ne serait-ce qu'en préfecture. Moi, je suis très étonné qu'on ne l'ait pas dit quand on s'est dit que c'est difficile. La situation sur l'eau, elle est extrêmement tendue sur plein de sujets, parce que la situation n'est pas aussi tendue que dans les DROM, mais l'eau, c'est un sujet de conflit très dur sur notre territoire. C'est un sujet où des maires sont pris en responsabilité tous les 4 matins, et on va en parler dans la gouvernance, parce que le sujet de la gouvernance, c'est l'organisation, c'est le financement, et c'est la responsabilité juridique. Et à un moment donné, on voit bien que ça va retomber les uns sur les autres, et qu'on est dans la difficulté. On est dans la difficulté de porter le prix de l'eau pour les uns et les autres, et pour le coup, et je vais en taper une quand même, mais dans les discussions qu'on a eues il n'y a pas très longtemps sur les taxes d'habitation, les qui paye quoi, le gouvernement est bien content de nous faire la loi de l'année prochaine pour faire en sorte que les Comcom ou les responsables des réseaux d'eau aillent facturer leurs concitoyens quand eux vous diront, et aux prochaines élections ils vous le diront, qu'ils ont baissé les taxes d'habitation. Parce que la réalité elle est quand même là. On est sur un sujet éminemment politique, éminemment compliqué d'un point de vue relationnel et d'un point de vue même juridique. Et je vous incite tous à regarder les responsabilités qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Et à la fin, quand on paye, quand on dit que l'industriel doit payer demain, si on veut réindustrialiser, aujourd'hui, on a une énorme difficulté parce que toute industrie nouvelle est une consommatrice d'eau. Donc à ce titre-là, elle est attaquée par tous les opposants à toutes les entreprises, quel que soit le niveau de réusage qu'on arrive à obtenir, mais de haute lutte. On se bat contre des normes franco-françaises là-dessus, et non pas. Donc on a progressé, vous l'avez dit, mais quelle lutte! Si à Singapour ou en Israël, ils s'étaient posé les mêmes questions que nous jusqu'à maintenant, juste, ils n'habiteraient plus là-bas. Donc je le dis quand même, on est très en retard sur tout un tas de sujets. En fait, on a trop d'eau dans l'Hexagone. La réalité, c'est que jusqu'à présent, on a trop d'eau. Et donc, du coup, on n'a jamais réfléchi à mieux l'utiliser, on n'a jamais réfléchi à la réutiliser, et on n'a jamais réfléchi à avoir un rapport rationnel à l'eau et raisonnable. Et dans le moment, sur les normes, j'en remets une, parce qu'on a les pertinents et le principe de précaution. Le sujet est dans les relations conflictuelles qu'on a pour le coup avec le législateur, c'est que le métallochlore, il a fait un aller-retour. Pourquoi ? Chez moi, par exemple, il fallait se battre pour le captage, pour le sécuriser, le protéger. Ça coûte quelques centaines de mille d'aller faire du PSE, d'aller discuter avec les agriculteurs, de mettre des vaches plutôt que de la culture, de mettre du chanvre plutôt que du maïs, etc., etc. Et on m'a demandé de mettre des filtres à charbon pour le métallochlore avec une norme franco-française où les Allemands ils étaient à 5 fois plus. Cette norme, elle a été effacée pour des raisons de... On est devenu raisonnable, mais pas pour des raisons de...
et certains diront on n'est pas raisonnable, mais on était les seuls à aller à ce niveau-là, avec des coûts induits fous, et où on s'est dit, c'est pas grave, il y a un cochon de payeur, et le cochon de payeur, c'est pas l'industriel, le cochon de payeur, c'est l'habitant. Toujours, c'est l'habitant. Et le factureur, celui qui facture, c'est nous, c'est le président d'Interco dans la règle, c'est le maire, c'est le président de syndicat, etc. Et c'est lui qui prend la popularité fiscale dans le moment. Alors, excusez-moi le coup de colère avant, parce que je nous ai trouvé un peu mou sur le constat, je vous le dis, alors qu'on partage, hein, je partage avec les collègues qui sont là le mieux faire, etc., etc. Mais la situation, elle est éminemment compliquée, et je me demande si on va effectivement avoir le moyen de nos ambitions dans la gouvernance qu'on va expliquer tout à l'heure. Oui, il y a effectivement une question de la surqualité de l'eau qui est posée et qui est très franco-française. Exactement, et nos interlocuteurs nous disent qu'il n'y a pas de surqualité, il y a juste un principe de précaution. Et on est attaqué à ce titre-là. Hein. Donc c'est un très beau principe, mais jusqu'où on va, jusqu'où on a les moyens d'eux, il faut faire... Alors, pour le coup, chez nous, on fait plein de choses très très positives dans ce cadre-là. Alors, dans le cadre de la position de l'AMF en général, on est pour une organisation la plus proche du territoire possible, et c'est là que sur les sujets sur quelques pertinents métabolites sont remontés, parce que sur le terrain, localement, on s'est rendu compte de certaines priorités les unes par rapport aux autres. Est-ce que mon problème c'est les nitrates? Est-ce que c'est mon agriculture? Est-ce que c'est mon industrie? Est-ce que c'est dans telle ou telle zone, un peu plus en amont, un peu plus en aval? Nous, on est plutôt pour une liberté d'organisation des choses. C'est ce qui s'est passé le 17 octobre dernier au Sénat avec quelque chose qui est remonté. Donc la loi qui est passée, la proposition de loi qui est passée au Sénat récemment, avec dans un moment particulier où on a Mme Gatel qui l'avait défendu auprès du Sénat avant, Jean-Michel Arnaud avec une problématique qui est une problématique de zone montagne. Le constat en général, c'est que l'organisation, et d'ailleurs l'organisation de l'eau ne prend quasiment jamais à tous les niveaux l'organisation d'un EPCI. On est sur des choses qui sont supra-communales, des fois EPCI et des fois supra-EPCI, même bien souvent supra-EPCI pour les syndicats de bassin. Donc au titre de ces spécificités-là et de ces enjeux-là, l'AMF a toujours eu un discours de responsabilité et de liberté, qu'on atteigne des objectifs, que ce soit la bonne maille territoriale résolue entre élus, c'est ça qui nous intéresse nous, pas qu'une frontière administrative de par la loi soit par nature organisatrice du système. Les syndicats de bassin, enfin les syndicats d'eau se sont souvent montés avant les communautés de communes et plus grandes que les communautés de communes d'il y a 30-40 ans, parce que les maires ont résolu que le périmètre bon, c'est celui qui correspondait au bon captage, au bon réseau, à la bonne densité, à la bonne distance. Donc c'est dans ce cadre-là que la loi est passée. On voit bien qu'elle passera avec plus de réserves que ce que l'AMF avait voulu, puisque beaucoup de travaux ont été en cours. Le législateur n'a pas voulu abandonner les travaux en cours, et donc en gros, il n'y a pas de rétroactivité de la loi, donc l'obligation à 2026 n'existe plus, mais ceux qui sont lancés avant et qui ont fait ne pourront pas s'en sortir, manifestement. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Et donc sur l'organisation du système d'adduction, il faut aussi, et très clairement en responsabilité, pour le coup je le dis dans l'autre sens, en responsabilité chacun se rendre compte qu'une certaine massification pour beaucoup est un facteur de progrès et de capacité d'investissement. Pour autant, les spécificités locales et les zones montagne, les communautés de communes qui ont pris des caractères en fonction du nombre d'habitants, etc., ne sont pas toujours cohérents. Et donc on veut laisser cette liberté au local. Donc c'était ça l'enjeu majeur et la position défendue qui est passée le 17 octobre dernier au Sénat dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Juste un mot en une minute, mais évidemment on est très curieux de connaître aussi l'organisation, parce que je crois que vous nous avez dit que chez vous ça fonctionnait pas trop mal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel modèle vers quel modèle vous vous êtes orienté? Nous, on avait de loin anticiper l'appel pour le passage communautaire de la régie des eaux. On avait la chance, quand on avait 4 comités de communes de petite taille qui devaient se regrouper comme beaucoup, d'avoir au préalable une régie des eaux centrale qui avait 2 gros consommateurs qui étaient les industries, donc qui portaient un peu le système économique de l'endroit, et puis beaucoup de... Donc on a une forte régie, et dans les comités de communes autour, on avait des... Alors on appelle ça des régies, mais en fait c'est Suez, Lyonnaise et compagnie qui sont peut-être dans la salle qui étaient dessus. Et en fait quand on a passé dès 2016, 2018 la compétence au-dessus, on ne s'est pas trop posé de questions. On a pris une régie unique qui a une personnalité morale propre. Donc on a un conseil d'administration à côté qui gère du coup avec tous les anciens élus des anciens syndicats de bassin.
Et donc on a des élus qui ne sont pas des élus communautaires, qui sont au sein de ce conseil d'administration, qui connaissent le terrain, qui connaissent les bouches, qui connaissent tout, quoi, en fait, en gros, hein, ce qu'on a tous peur de perdre dès qu'on massifie et qu'on professionnalise. Et ça nous a permis à la fois de maintenir tout le monde dans le système. Donc les élus des petites communes qui étaient intéressés par ce système-là sont toujours dedans, alors qu'ils ne sont pas élus communautaires et qui ne se déplaceraient pas pour une commission communautaire finance, hein, voilà. Mais ils se déplacent pour le conseil d'administration de la régie des eaux. Et on a du coup 100% de régie. Et donc on a, entre guillemets, voilà, complètement rendu public. Et donc on mène une politique volontariste et à la main des élus sur un secteur qui est toute notre communauté de communes de 27 000 habitants et 800 km². Merci beaucoup. Une transition en douceur d'une certaine manière. Alors j'ai vu votre voisin, Dominique Peduzzi, opiner plusieurs fois du chef. Vous allez nous faire part de la manière dont ça se présente sur votre territoire avec des singularités un peu différentes et notamment cette caractéristique qu'est la montagne et un accès à la ressource un peu différencié. Oui, donc moi je suis sur le massif des Vosges. Les communes qui sont dans la communauté de communes, c'est 8 communes. L'amplitude de hauteur, c'est 700 à 800 mètres de haut. Vous ne partagez pas l'eau avec un dénivelé de 800 mètres comme vous pouvez le partager sur des nappes dans lesquelles on va puiser en commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voyait l'obligation d'aller vers le transfert de compétences automatique de manière très défavorable pour une simple et bonne raison, c'est que les bassins géographiques en plus sont pas les mêmes. On est non seulement, je vous ai donné l'amplitude de hauteur, mais en plus il y a une dizaine de vallées. Comment on se réunit les uns les autres à travers ces vallées-là. Et donc on était, comme l'Association des maires de France, on était favorable dans les Vosges à ce que se rassemblent celles et ceux qui veulent se rassembler, qui peuvent se rassembler, et non pas une découpe administrative sans aucun sens. Alors pour autant, l'inventaire il a été fait, les études sont en cours, de savoir comment on peut gérer, quel était l'état des lieux et puis comment on peut gérer les choses. Et donc on va sûrement aller vers une voie alternative entre ce qui existe aujourd'hui et ce vers quoi on devait aller, qui était une ineptie. Donc voilà, on va trouver... notre obsession, c'était surtout de ne pas restreindre le nombre de personnes concernées dans la gouvernance. Actuellement, sur notre territoire, on a 134 élus qui sont mobilisables. Communauté de communes, 29. Pourquoi on écarterait un certain nombre d'élus qui sont à la fois compétents et à la fois volontaires? Et à la veille du renouvellement général, dans quelques mois, on va avoir le renouvellement général. L'idée, c'est que les 134 élus soient potentiellement intéressés à ce problème qui est devant nous, qui est un problème d'ordre public. Quand il manque de l'eau sur des territoires, partout dans le monde, c'est la guerre. C'est la guerre entre les pays, mais c'est aussi la guerre civile. Celui qui a l'eau se battra pour la conserver, quitte à faire crever celui qui ne l'a pas. Et sur nos territoires, on va arriver à ces tensions locales, c'est déjà le cas, entre ceux qui ont de l'eau et ceux qui n'en ont pas. La gouvernance, elle doit aussi tenir compte de ça. Et nous devons nous préparer à anticiper le fait qu'il y aura un partage sous la contrainte et sous la force publique de l'eau qui devra s'installer. C'est bête comme chou. Regardons dans les pays, tu en as nommé quelques-uns, regardons dans les pays où il n'y a pas d'eau, comment les choses se passent. Ce n'est pas la grande liberté. C'est une contrainte extrême avec des forces de l'ordre, avec des armées et avec une puissance publique qui est sur le territoire. Sinon, ça sera la règle du plus fort et du plus violent. Donc il faut qu'on soit conscient de ça. Et ça fait des millénaires qu'on avait de l'eau et qu'on en a utilisé tout l'excès. Et maintenant, il va falloir qu'on se donne une intelligence. Espérons qu'on sera aussi intelligent que nos aïeux pour changer le régime de l'eau. En montagne, par exemple, une chose toute simple, 30% de l'apport d'eau annuel, c'est la neige. Plus de neige, on est au mois d'avril, et bien quand on dit « oh, bah, il n'y a pas eu de neige », tout le monde dit « oh, bah, oui, bah, tant pis ». Non, on a perdu un tiers de nos capacités de distribution d'eau pour l'année. Ce sont ces sujets-là qu'il faut qu'on aborde les uns et les autres et dire qu'il n'y a pas de gouvernance type. Chaque territoire est particulier, chaque territoire doit trouver sa gouvernance, c'est quelque chose d'important.
avec, on le lit entre les lignes, évidemment, une importance accordée à la solidarité territoriale à l'intérieur de ce territoire, de votre territoire. Oui, mais une solidarité qui ne sera pas spontanée. Celui qui a de l'eau devra le partager avec celui qui ne l'a pas, mais celui qui ne l'a pas devra être respectueux de ce qui va être fait sur son territoire. C'est-à-dire qu'on doit tous... alors ceux qui ont de l'eau devront la consommer avec modération. C'est utilisé pour un autre produit liquide. Eh ben, ma foi, il va falloir qu'on adapte aussi l'eau. Et ceux qui vont recevoir de l'eau en solidarité de territoires qui en ont, ben, ils vont devoir aussi la consommer avec modération. C'est une vraie révolution de la manière de notre regard vis-à-vis de l'eau. Et n'oublions pas quand même que quand on n'a pas d'eau, on crève, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi la violence dont j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi elle va se générer? Parce que c'est ma vie ou ma mort, celle de mes enfants, celle de ma famille, c'est mon boulot. C'est toutes ces choses-là qui vont être mises en cause dans les années qui viennent avec le changement climatique. Donc là, on n'est pas devant un truc où on ne va pas aller jouer au Lego ou jouer à la marelle. On est devant des enjeux de vie, de survie et de tension, y compris sur des territoires qui n'ont jamais connu ça depuis des millions d'années. Donc c'est une révolution intellectuelle et la gouvernance, il faut la laisser à ceux qui sont sur le territoire, mais à condition de leur donner l'ensemble des moyens. On a parlé des finances, on a parlé un peu de la biodiversité, de la police de la biodiversité, mais moi je parle de l'ordre public. Il va falloir mettre des moyens d'ordre public pour régler tous ces problèmes-là. Et c'est à cette gouvernance locale qu'il faut donner tous les moyens. Ça ne se décidera pas de manière extralunaire. Donc voilà les enjeux. Merci beaucoup. Monsieur Matteron, j'imagine que vous entendez quelque écho à la situation que peut-être vous connaissez sur votre territoire, où il y a également, vous avez été attentif à gérer la singularité de chacune des communes dans un mécanisme, je crois, de mutualisation qui est une autre manière de répondre à cette question. Oui, d'abord je partage la géographie de montagne avec mon voisin. Le Diois est un pays de montagne à l'orient de la Drôme, plus connu aussi pour son vin et sa clairette que pour son eau, mais bon, voilà. C'est effectivement un gros paradoxe parce qu'on est tous là à dire que cette richesse est un bien commun et on veut la gérer au plus près. Donc comment on gère à la fois cette proximité et à la fois cette solidarité qu'il nous faut, il faut absolument qu'elle dépasse nos communautés de communes. Notre communauté de communes, c'est 50 communes, mais 12 000 habitants seulement. Donc une densité, si on enlève la ville-centre, avec la ville-centre, on est à peu près à 9 habitants au kilomètre carré. On tombe à 5 en regardant les petites communes. Des communes dans cette communauté de communes qui ont 9 captages pour 130 abonnés. 9 captages pour 130 abonnés. Des kilomètres et des kilomètres de réseau. Donc on a besoin de cette solidarité entre nous, certes, parce qu'on a des communes à Lubac qui ont de l'eau ou qui sont sous le château d'eau du Vercors et d'autres qui ont beaucoup moins d'eau, donc on a besoin de cette solidarité. Mais c'est une solidarité entre pauvres. On est 50 avec des difficultés diverses, mais il nous faut une solidarité au-delà de ça. Donc au départ, notre mutualisation, elle est partie d'un conflit avec l'agence de l'eau, puisque certains d'entre nous recevaient des amendes, des pénalités, des surtaxes, etc. Et du conflit, on est passé au dialogue avec l'agence de l'eau et on a une nécessaire contractualisation avec l'agence de l'eau et avec le département. Donc c'est une danse à trois avec une première contractualisation en 2016, puis une deuxième contractualisation et aujourd'hui on espère une troisième contractualisation dans un cadre volontaire, donc dans un cadre de mutualisation. Notre communauté de communes s'est bâtie sur cet esprit de mutualisation. On fait ensemble ce qu'on n'est plus capable ou qu'on n'est pas capable de faire seul et non pas ce qu'on nous oblige à faire ensemble. C'est comme ça qu'on a appris à travailler. C'est profondément ancré dans notre culture territoriale.
C'est pour ça qu'on s'est réjoui, bien sûr, de la décision peut-être un peu populiste d'un gouvernement à qui ça ne coûte pas grand-chose de dire ça. Mais de fait, ça nous arrange. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de rebondir et de continuer à se structurer en mutualisant et en partageant. Donc cette mutualisation qui était pour nous une manière de dire non au transfert obligatoire. On préfère être mutualisé que le transfert. Aujourd'hui, le transfert n'est plus obligatoire. Donc politiquement, il faut qu'on fasse réaffirmer cette mutualisation et qu'on mette en place ce service mutualisé. Voilà les défis qui nous attendent. Et on ne peut pas le faire sans une solidarité à l'échelle au moins départementale et avec l'agence de l'eau. Et aujourd'hui, ce que on entend de la part des élus départementaux, c'est une grande crainte budgétaire, vu les annonces. Ce qu'on entend au niveau de l'agence de l'eau, c'est « attendez, on va voir ce qui nous reste et comment on va pouvoir contractualiser ». Et j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, les communautés de communes de notre taille et les communes, on est vraiment au fond d'un entonnoir. Et bon, pour l'eau, c'est pratique, vous allez me dire, d'être au fond de l'entonnoir, ça passe par nous. Mais ça met une pression énorme. Et les difficultés, finalement, c'est nous qui les aurons. Voilà. Avec des investissements qui sont extrêmement lourds. Imaginez quand on a 7-8 captages pour quelques centaines d'habitants. Oui, effectivement, votre territoire est dans une situation de tension. En tous les cas, les paramètres à la fois géographiques, hydrologiques et financiers ne sont pas simples. C'est pas simple. En plus, on a une saisonnalité touristique. Donc, c'est au moment où on a le moins d'eau, au moment de l'étiage, qu'on a effectivement, pour certaines communes, 5, 6, 7 fois plus de population. Donc, on a tout ça à gérer avec des captages souvent. Donc, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de gros réservoirs. Voilà, et on n'a aucune capacité ou très peu de capacité à mailler nos réseaux. C'est-à-dire que cette solidarité, passer d'une vallée à l'autre, comme le disait très bien mon voisin, c'est pas possible. Merci beaucoup. Je passe la parole à Daniel Mamet. Alors, vous allez pouvoir nous présenter une organisation qui est un peu distincte de toutes celles que nous avons entendues présenter jusqu'ici, puisque Noréade a une échelle singulière, une ressource qui est également accessible de manière singulière, et c'est une solution qui a aussi une ancienneté qui montre qu'elle a pu perdurer avec une certaine efficacité, mais vous allez nous expliquer comment cela fonctionne. Oui, merci. Tout d'abord, voilà, je suis élue de mon village de 770 habitants depuis 25 ans. Et avant d'être élue, franchement, comment l'organisation, la gouvernance ou du service de l'eau s'organisait, ce n'était pas mon problème, parce qu'il suffisait de tourner le robinet et il y avait de l'eau au robinet et de la rejeter dans le réseau, il y avait le réseau d'assainissement collectif. Tout ça, c'était possible. Pourquoi ? Parce que sur mon territoire, où je ne savais même pas qu'il n'y avait pas d'eau potable sur le territoire, puisque l'alimentation en eau potable de mon territoire, elle est à 50 km. Donc tout ça, c'était possible parce que dans les années 50, le département du Nord, donc les politiques, ont décidé de créer un outil, un syndicat, qui à taille départementale pour pouvoir assurer la distribution de l'eau pour les communes rurales. Puisque pour les communes urbaines, ce n'était pas un problème, il y avait la présence des délégataires. Donc, ils ont décidé de créer un syndicat en régie pour l'ensemble des communes et du territoire du département du Nord, et avec un projet de statut extrêmement innovant pour l'époque. D'abord, les communes transféraient leurs compétences pleines et entières au syndicat. Donc la compétence fonctionnement et investissement. Donc c'était innovant. Deuxième innovation, un prix unique de l'eau pour l'ensemble du territoire du syndicat. Chose qui est encore assez unique en France aujourd'hui, puisque il existe de grands syndicats, il y a une différence de tarifs selon, sectorisés.
Et troisième innovation, c'est la représentation. Parce qu'ils ont décidé que les communes n'auraient pas toutes un représentant au syndicat, mais que toutes les communes allaient désigner un membre électeur, et donc former un collège électoral, et que ce collège électoral allait pouvoir désigner les délégués qui siégeraient au comité syndical. Toutes ces conditions ont permis quoi? Ont permis que le syndicat s'est développé avec ses régies eau et ensuite, dans les années 70, les régies assainissement, sur 750 communes, sur 3 départements, donc le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, pour 1 million d'habitants. Donc en régie. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un outil de gouvernance qui est à taille raisonnable, donc 123 délégués qui portent plusieurs voix, parce que nous sommes un syndicat à la carte et qu'on adhère pour les compétences eau, assainissement collectif, assainissement non collectif, eau pluviale urbaine et défense extérieure incendie. Et donc, on a une capacité aussi, une agilité pour la gouvernance. Ceci dit, il y a aussi donc tout ça, ça répondait aux enjeux de solidarité et de mutualisation et d'apporter un service de qualité aux habitants. Pour un prix qui aujourd'hui est de 6 € du mètre cube eau et assainissement. Donc ce n'est pas le prix le plus bas, mais c'est le prix le plus juste pour assurer le service de qualité. Donc voilà, donc pour l'organisation, on va dire politique. Et après, il ne faut pas oublier que, comme vous l'avez tous dit, en fait, le citoyen, quand il y a un problème, il va appeler qui? Il va appeler le maire. Donc on avait besoin d'avoir des outils au plus près de nos élus communaux pour pouvoir les accompagner, pour répondre aux citoyens et qu'ils aient une bonne connaissance du mode de fonctionnement du syndicat. Et donc, nous avons une répartition territoriale. Nous avons 8 centres dans lesquels sont répartis nos agents. Et nous avons un siège et un centre de relations abonnés et un centre de maintenance. Donc, nous avons réparti l'organisation technique au plus près des élus. Et ensuite, nous organisons tous les ans par territoire, des réunions avec l'ensemble des élus, les maires, mais aussi les conseillers municipaux, pour présenter la stratégie du syndicat et de ses régies pour la distribution de l'eau, pour l'assainissement, la gestion des eaux pluviales urbaines et la DECI. Et aussi pour expliquer notre stratégie d'investissement et ensemble expliquer le choix de l'augmentation des tarifs, parce que ces dernières années, nous avons augmenté en moyenne 10% et nous allons encore augmenter l'eau de 10% au regard de la crise économique, de l'augmentation du coût de l'énergie, etc., ce que vous connaissez tous, ce qui n'était pas le cas depuis son existence, puisqu'en moyenne, c'était 1% d'augmentation tous les ans. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cet outil permet d'avoir une capacité d'investissement de 100 millions d'euros par an, pour un budget d'un peu plus de 200 millions au total. Ça permet donc de pouvoir répondre, en tout cas de tenter de répondre aux enjeux d'aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique, pour les questions de sécurisation de l'approvisionnement en eau, pour les questions de protection de la ressource, et c'est aussi répondre aux enjeux des directives européennes. Parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qu'en réalité, tout le poids et toutes les exigences des directives européennes, que ce soit sur l'eau potable, que ce soit sur l'eau usée, nous vient de l'Europe. Et on transpose donc en droit français ces directives. Et nous devons les mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos élus
on a un petit peu de difficulté à expliquer que l'eau, elle est potable, mais que dans la plupart des cas, elle n'est pas conforme. Donc ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez, il y a une sorte de dissonance cognitive qui est là et on a du mal à parfois la dépasser. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis, cette organisation? Ça nous a permis une sécurisation de l'alimentation non potable, puisque nous avons pu donc créer une interconnexion de 200 km qui sécurise l'ensemble de nos chambres captants et qui a permis qu'aucune de nos communes, même la plus petite, ne connaisse de rupture d'alimentation de captage. Ça, c'est important parce qu'on regarde, on voit sur... Enfin, en tout cas, sur le paysage national, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ensemble des communes qui ont connu des ruptures d'alimentation de captage, ce sont des petites communes de moins de 1000 habitants. Moins de 2000 habitants. Et donc, c'est la fragilité maintenant d'exercer à l'échelle communale cette compétence parce qu'on n'a pas forcément la moyen des outils de sécurisation. Ensuite, on a, depuis 2006, mené des opérations de reconquête de la qualité des eaux, de protection de la ressource. Donc, on va au-delà du petit cycle et on a accompagné aussi bien les agriculteurs que tout acteur qui a une pression sur la qualité de l'eau pour leur faire comprendre les enjeux de la protection de l'eau parce que la meilleure eau potable, c'est celle qu'on ne traite pas. Voilà. Et donc, c'est l'importance de la préservation de la qualité de l'eau est pour nous primordiale. Et c'est pour ça qu'au sein de la FNCCR, on demande qu'il y ait une sanctuarisation des aires d'alimentation de captage. Sur mon bassin, ça représente 2% de la surface agricole utile et on doit donner aux agriculteurs le moyen de pouvoir continuer à vivre tout en étant installés sur des aires d'alimentation de captage. C'est les accompagner. Et les agriculteurs sur le terrain, quand on discute avec eux, voilà, ils sont tout à fait en phase avec nos objectifs. Troisième. Alors, ensuite, j'avais encore des choses à vous dire. Je vois que vous êtes là, vous vous rapprochez. Je me rapproche de vous insensiblement parce que j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour les questions de la salle qui seront sans doute nombreuses sur ces sujets d'organisation et de gouvernance. Voilà. Du coup. Ah, mais c'était pas aussi abrupt comme ça. Je ne ferme pas le robinet. Hein. Disons que pour nous, aujourd'hui, les problèmes qui se posent, c'est l'acceptabilité du prix de l'eau pour le citoyen. Et c'est vraiment, et alors, je dirais même l'acceptabilité que c'est le prix du service d'eau. L'eau est gratuite, l'eau c'est le bien commun de l'humanité, l'eau c'est gratuit. Mais comme je vous le disais en introduction, moi avant que je ne sois élue, c'était pas mon problème. Je comprenais, enfin, je ne savais pas comment ça se passait, l'organisation, la distribution sur mon village. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de l'eau, point. Et donc, c'est d'arriver à faire comprendre que, au regard, si on veut continuer tous à avoir de l'eau à notre robinet, eh ben, il faut que l'on y mette des investissements pour préserver sa qualité, puis aussi pour s'organiser pour le partage de l'eau. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Un système effectivement performant, adapté aussi aux caractéristiques de votre territoire, bien sûr, parce que la région des Hauts-de-France est peu réputée pour ses montagnes. Ce ne sont pas vos voisins qui me contrediront. Alors, je voudrais juste vous laisser dans la salle quelques moments pour participer et poser vos questions. Oui, monsieur, là-bas, au fond. On va vous amener un micro, peut-être. Je vous remercie, Jean-Pierre Rougeau, maire de Valloire. Je voudrais simplement dire trois choses très très rapides, si vous voulez. Félicitations donc pour ce syndicat qui a été créé dans les années 50. Les pressions n'étaient pas les mêmes, c'est un bon résultat. Vous allez parler de l'acceptabilité du prix de l'eau. Vous avez raison, mais n'oublions pas qu'un mètre cube d'eau, c'est le prix de 2 litres de gasoil. Et je pense qu'il faut ramener les choses à ce juste titre. Et puis je voudrais dire à M. Matron que j'ai trouvé un petit peu dur sa réflexion sur le populisme qui avait inspiré notre Premier ministre Barnier pour répondre à la demande de milliers de maires qui demandaient à ce que le transfert de compétences soit différé. Merci. Alors, oui, je suis complètement d'accord que sur
sur le prix de l'eau, mais c'est quand même l'importance de faire comprendre à notre citoyen qu'est-ce que ça représente derrière. Monsieur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, donc je suis conseiller municipal, conseiller communautaire et aussi membre d'un syndicat de l'eau, celui du SMGAG en Guadeloupe qui a été créé en septembre 2021. La difficulté pour nous, c'est, moi en tant qu'élu, de regarder notre avenir et les difficultés qui sont devant nous. Le prix de l'eau en Guadeloupe, lorsqu'il n'y a pas d'eau, comment faire payer effectivement l'usager, le client, qui est aussi contribuable et qui est aussi électeur. Il faut l'imaginer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le réseau date des 1950. Donc lorsqu'on a un réseau pourri, effectivement, le rendement de réseau, il est très bas. Donc c'est du 40-60%. Donc là aussi, si effectivement, dans un plan de financement, effectivement, on a pu, sur ces 3 ans, avoir, avec l'aide de l'État, un PPI que j'espère qu'il sera encore soutenu. Aujourd'hui, on l'a bien vu, c'est que les subventions vont diminuer. Si nous, élus, nous avons promis un certain nombre de choses et que demain, on n'a pas les finances derrière, comment faire? Comment faire avec... puisqu'aujourd'hui, on est déjà dans ce transfert, nous aussi, puisque le PCI a transféré la compétence au syndicat. Mais on a une difficulté qui est pour moi, demain, par rapport au Strat, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers une collectivité territoriale en Guadeloupe aussi. Et j'ai bien compris que si on allait dans ce sens-là, et c'est inscrit aussi, j'ai compris un peu sur le national, certains y réfléchissent aussi, à l'instar de la Corse, qui s'est déjà fait, qu'il y aura disparition de la région, disparition du département, mais disparition des EPCI. Donc à ce moment-là, la compétence qu'on a transférée lorsqu'il y a disparition de tout ça redeviendra aux communes. Et il faudra repartir pour trouver un accord pour qu'il y ait des syndicats pour gérer l'eau. Donc moi, ce qui me fait mal, c'est ça. J'ai mal au crâne, j'arrive pas à comprendre ce qu'on veut. On nous dit qu'il faut aller comme ça, il faut aller dans ce sens-là. Et lorsqu'on a pris 1 an, 2 ans, on est bloqué. On a pris 3 ans, il faut revenir en arrière. Pour moi, il y a un manque de cohérence. On nous pousse à aller dans une direction, un petit peu à l'instar de tout ce qui s'est fait au niveau de la politique agricole avec l'Europe. Mais après, il faut revenir. Et on tue petit à petit tout ce monde, puisque derrière, effectivement, c'est ce fameux monde agricole, notamment sur nos territoires iliens, où on voudrait une autonomie alimentaire. On le voit, vous le voyez tous les jours avec la vie chère. Vous connaissez le prix des produits. Donc, on nous met des doigts. La loi Egalim 1, la 2, la 3, et on n'est pas capable de l'appliquer sur nos territoires. Je vous pose des questions aux sachants. Moi, je ne suis pas sachant. Merci. Oui, vous posez une bonne question. Il aurait fallu un représentant de l'exécutif pour vous répondre, là, pour pouvoir clarifier cette position. Peut-être juste... Oui, monsieur. C'est un sujet dans nos débats à l'Association des maires de France. De la stabilité réglementaire, de la stabilité organisationnelle. Vous ne pouvez pas entreprendre des sujets qui sont sur des investissements de plusieurs centaines de milliards ou de millions. Vous ne pouvez pas imaginer des équipements qu'on voudrait voir portés sur 50, 70 ou 100 ans, avec des lois qui changent tous les 15 jours, avec des personnes et des responsabilités qui changent tous les 15 jours. Une des grandes demandes de l'Association des maires de France, c'est de dire que les systèmes, bons ou mauvais, qui ont été installés, il faut qu'on les modifie à la marge, mais il faut qu'on arrête de bouger ces manettes de gouvernance à chaque changement de législature ou à chaque changement de gouvernement. Ça n'est pas possible. Qui pourrait imaginer construire un projet de vie avec tous les 2 ans des nouveaux partenaires, des nouveaux conjoints, des nouveaux enfants, des nouveaux parents, pourquoi pas? C'est impossible. Donc l'AMF demande de la stabilité, l'AMF demande de la réflexion en profondeur, ce que nos prédécesseurs, ce que nos aïeux savaient faire. Ils ne faisaient pas pour eux, ils faisaient pour 5 générations. On doit construire pour 5 générations minimum. Oui, monsieur. Oui, Denis Hameau, je suis à Dijon Métropole, je suis conseiller. Moi, j'avais une question sur la question de gouvernance. En fait, avec l'eau, on s'aperçoit que le sujet qui était invisible, c'était une ressource
on se posait plus de questions, est devenue visible. Parce que la contrainte est là. Et donc, par exemple, à Dijon, on a fait une CEMOP donc, sur la question de l'eau et des investissements, notamment. On travaille avec le délégataire et on est dans la gouvernance qui nous permet de regarder ce qui se passe et d'orienter évidemment les décisions. Donc ça, c'est une première remarque. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Et deuxièmement, d'ordre plus général, j'ai vu que le Canada avait donné la personnalité morale à une rivière. Parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que la biodiversité qui était invisible devient visible. Parce qu'elle est en train de devenir rare, de disparaître. Enfin, ça dépend comment on regarde. Et donc, moi, ma question, c'était, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de donner la personnalité morale à la nature, à la biodiversité, de manière à ce qu'elle puisse être défendue? Parce que jusque-là, elle est défendue presque à la fin, quoi. Merci. Alors, il y a deux questions sur le choix de la CEMOP et puis sur celle de la personnalité morale. Sur la première, qui veut répondre? Peut-être Monsieur Den sur la CEMOP. Non, c'est surtout, ça fait partie du panel d'outils qui sont disponibles. Là encore, il n'y a pas un outil qui serait au niveau national la panacée, qui répondrait à tous les enjeux, toutes les problématiques, miracles, etc. Donc on a plein d'outils qui sont possibles. Il faut au contraire les faire connaître, ça c'est important. Et qu'après, au niveau de chaque collectivité, chacun puisse faire son marché dans les solutions qui existent. Quant à la question de la personnalité juridique, là, je n'exprime pas du tout la position de la fédération. Je ne suis pas sûr qu'elle en est d'ailleurs là-dessus. Sur le principe, pourquoi pas, je veux dire, reconnaître pleinement un bien commun comme étant doté d'une personnalité qui lui permette d'agir. Mais la question pour moi, c'est quand même derrière quelle est la légitimité de ceux qui vont porter cette personnalité, parce que le fleuve lui-même, le poisson truc ou l'oiseau, il ne va pas au tribunal, lui. Et donc, comment on désigne finalement des personnes qui vont pouvoir porter cet intérêt. On ne peut pas s'auto-désigner, sinon on va avoir 50 000 personnes qui vont se prétendre défenseurs du Rhône, défenseurs de... alors il faut trouver des mécanismes. Alors on commence à travailler sur ces sujets-là avec des chartes ou des choses comme ça, où des personnes peuvent devenir porteurs, mais parce que ils sont là pour représenter les enjeux et de représenter une charte qui a été collectivement définie. Et donc, ils ne se représentent pas qu'eux-mêmes. Mais ce n'est pas très simple quand même. Juste, en fait, pour rebondir sur ce que dit Régis, en fait, il y a Éric Orsena qui défend un principe de « adopte ta rivière ». Et l'idée, c'est que en fait, les écoles, les scolaires d'abord, mais peut-être les citoyens qui vivent au plus près de la rivière ou du fleuve, reconnaissent donc cette rivière et ce fleuve et l'adoptent comme leur bien commun à protéger et à connaître. Parce que, en fait, la difficulté que l'on rencontre quand on est donc élu dans l'eau, c'est bien souvent de pouvoir sortir de ce silo, de cette politique territoriale. C'est la question de parler à l'ensemble des autres élus qui gèrent d'autres compétences, de dire que l'eau doit être au cœur de l'aménagement du territoire, au cœur de toutes les politiques, parce que, comme vous l'avez dit, sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de projet et il n'y a rien. Vous avez beau construire des usines, s'il n'y a pas d'eau à mettre dedans, ça ne va pas marcher. Pareil, vous avez beau construire des logements, s'il n'y a pas d'eau, on ne va pas pouvoir y vivre. Eh bien, c'est donc de pouvoir remettre l'eau au cœur du débat. Alors, c'était arrivé à l'agenda politique, on en attend évidemment plus de choses, de plans concrets et de réponses concrètes. Ce qui est important pour nous, c'est aussi qu'on le remette au cœur du débat citoyen dans toutes ces échelles, donc dans les écoles, enfin dans le débat donc des collectifs et dans le débat citoyen, et de voir l'importance donc de préserver notre environnement, la biodiversité et l'eau.
Merci beaucoup. Il y avait effectivement une double lecture dans la réponse qui est à la fois juridique et aussi pédagogique sur les valeurs. Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps. Je crois que nous sommes au terme de... C'est vous. Et je voudrais... Pardonnez-moi, monsieur, du coup... L'eau a coulé plus vite que nous l'escomptions. Et je vais demander au président Rochecorne de bien vouloir conclure ces échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc merci à toutes et à tous pour cette écoute et pour ce débat qui a été riche. Je voudrais juste revenir sur quelques points, mais très brièvement, Dominique, je te promets, ce que nous avons vu. D'abord, le réchauffement climatique, son amplification va continuer. On n'en est qu'à la moitié, on est à 1,5 degré, ça va monter à 3 ou 4 degrés, hélas. Et donc, ce qu'on vit maintenant va continuer. Et par rapport à ce que tu disais, Dominique, sur on veut de la stabilité des lois, il faut de la clairvoyance aussi, parce qu'en fait, les conditions changent. On est dans un monde qui bouge, si j'ose dire, et non plus dans quelque chose de stagnant. Le lien petit cycle et grand cycle de l'eau, on est toujours arrivé à ça, c'est fondamental aussi. Travailler sur le petit cycle, c'est le court terme, travailler sur et aussi le moyen terme. Sur le grand cycle, c'est le long terme, et c'est l'avenir de nos enfants. La deuxième chose, c'est les réseaux. On a parlé des réseaux. J'avais un chiffre très clair quand j'avais étudié sur le Loiret, mais on m'a dit que sur la France, c'était pareil. L'investissement sur la modernisation des réseaux, c'est 0,4% du coût à neuf des réseaux. Vous divisez 100 par 0,4, ça fait 250. Ça veut dire qu'on les rénove en moyenne tous les 250 ans. Or, c'est 60 à 80 ans. Ça fait 30 ans qu'on est comme ça. Donc, on a pris déjà plein de retard. Et il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Troisième point, et là, Dominique, par rapport à ce que tu disais, il faut éviter la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, il faut l'éviter. Comment ? Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie. Créer les conditions de la solidarité, je crois que c'est important, parce que la plupart de nos concitoyens, de nos responsables, sont prêts à la solidarité s'ils comprennent pourquoi et comment. Le quatrième point, c'est évidemment le mur financier. On en a parlé, et je déplore encore, la baisse de 60% du fonds vert, la baisse de 165 millions d'euros des agences de l'eau, et il faut vraiment renverser les choses dans ce sens-là. Il y a besoin de financement, et ce n'est pas seulement les abonnés qui pourront le faire. Et Madame l'avait dit par rapport au prix de l'eau, il faut le faire accepter. Donc de la pédagogie aussi qui doit être fondamentale, de la pédagogie qu'on doit mettre en place les uns et les autres. Et bien maintenant, retranchons-nous les manches, réussissons à convaincre et nos parlementaires et nos gouvernements et nos concitoyens pour résoudre ce problème énorme qui est l'eau, qui est maintenant devenu une grosse masse d'eau qui nous arrive, mais qu'il faut vraiment résoudre, parce que dans 10 ans, nos concitoyens nous diront « Vous n'avez pas fait ça il y a 10 ans ». Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à nos intervenants et merci à toutes et tous pour votre participation. Bon déjeuner.